La force de la puissance française s'est-elle affaiblie ou renforcée? On parle du Mali, la France s'est retirée du Mali. On parle de l'Australie, on parle de l'Ukraine. Emmanuel Macron est-il en mesure de apaiser certaines violences en Afrique, en Ukraine, etc. Est-ce que la puissance, la force de la puissance française s'est affaiblie ou s'est renforcée avec Emmanuel Macron? On verra bien. Et aussi les sondages. Peut-on faire confiance aux sondages? Ce sont les sondages qui font la course. Mais avec les sondages, est-ce que nous avons vu l'élection d'Emmanuel Macron? Eh bien non. Est-ce que nous voyons aujourd'hui la réélection d'Emmanuel Macron? Et certains diront oui. Ou alors Éric Zemmour au deuxième tour. On ne sait pas trop. On verra bien. Pour la Guadeloupe, chez nous, nous avons la confirmation que Harry Chalus revient à la caisse départ. Oui. Il est revenu à la République en marche. Il me l'avait dit que il n'est plus avec la République en marche. Eh oui, Harry, vous dites-moi ça. Nous sommes des bons amis, mais vous dites-moi ça, on dit ça. Et donc là, est-ce que ce n'est peut-être pas les sondages? Parce qu'il aurait pu choisir Pécresse. Mais avec les sondages, on voit toujours en tête Macron. Et les élus, toujours chez nous, proposent une plateforme de propositions, 29 propositions, pour pouvoir résoudre et les problèmes d'économie et sociale en Guadeloupe. Est-ce un coup d'épée dans l'eau, comme en 2009 avec les États généraux? On verra bien. Et toujours chez nous, il n'y a plus de polémique pour l'Université des Antilles. C'est Geoffroy Michel de la Guadeloupe qui mènera à bien cette mission, cette continuité du docteur Janqui. Donc, et oui, donc il sera important pour Michel Geoffroy de trouver une manière pour que la Guadeloupe et la Martinique puissent coopérer et travailler ensemble. Voilà. Autre sujet d'actualité
donc, avons-nous d'autres sujets? Et oui, pour l'université, on a vu déjà. Eh bien oui, voilà. Le président Semo, bonjour. Oui, c'est vous seulement, je suis pas président. À vous donc, monsieur Mandré, bonjour. À vos chers amis, bonjour. Un bonjour bien appuyé. Bien appuyé, je me permets de le dire, à tous ces personnes qui ont consacré quelques minutes pour m'adresser des félicitations et remerciements à l'émission le thème que j'ai abordé dimanche. Je leur dis, pas trop longtemps. Je leur dis tout de même merci pour l'attention intelligente que vous avez prêtée à cette émission. Camarade président. Et également, tout particulièrement à Viviane, qui sont très coupées connaissances d'Alain Salcedo, n'est-ce pas? Raymond Ramaille, merci. Merci pour votre attention. Merci. Raymond Ramaille. Oui, bonjour M. Mandrier, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent et puis bon dimanche à tous. Raphaël Espéronel, oui, notre pareil, même grand prolongement. J'ai pas beaucoup de merci à dire, mais j'ai beaucoup de bonjours à donner, de bons dimanches et de tous mes souhaits de vœux. Et puis par rapport à nous, de bons échanges pendant cette heure qui va suivre. Et notre expert sur tous les sujets. Oui. Alors, je commencerai par saluer Zébris. Oui, Zébris, oui. Bonjour à Zébris, salut tous ceux qui sont avec lui. On m'a dit que c'est la Martinique qui va gérer cette affaire-là maintenant. Alors, je ne sais pas si la Martinique, c'est un dépaysement par rapport à la Guadeloupe. Je pensais que c'était pareil, mais ça va être en Martinique. Bon, Zébris et les autres, Tchaméred. Je salue également... oui, il y a une polémique, vous savez que certains ont voulu créer une école panafricaine ici. Ah bon? Oui. Et que le préfet a dit, oh, raciste. Donc il a empêché, mais des gens avaient déjà commencé à cotiser. Maintenant, on convoque à la police tous ceux qui ont donné de l'argent pour leur demander qu'ils aient fait ça. Bon, on s'ennuie un peu quand même. D'accord. On s'ennuie un peu dans ce pays. Enfin, voilà. Mais bonjour à tous et à tous. Édouard Collet, le jeune d'éco-club que tous les jeunes admirent. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Ah bon? Oui, Collet. C'est les vieux aussi, Collet. Oui, quand même, je fais partie de cela. Pas d'âge. Alors, bonjour toutes ces personnes qui nous encouragent d'ailleurs et qui nous apportent leur soutien et qui nous demandent de poursuivre notre démarche j'ai envie de dire, mes chers amis, de communication, d'échange sur les problèmes de nos sociétés et de notre société. Un bonjour appuyé à Patrice Tacita. Patrice, force et courage. C'est vrai que par moments, on peut s'interroger sur l'idée d'une justice. Pas sur la justice, les choses sont faites, mais sur l'idée d'une justice. Son encouragement, son engouement, sa dévotion auprès des personnes en lutte mérite et attire l'attention. Et c'est vrai que la délicatesse dans laquelle on le met aujourd'hui ne peut que m'interpeller, m'interroger. Force et courage à lui. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Et Nico Italique... oui, pour le café. Oui, oui pour le café. Alors, la France, la force de la puissance française, s'est-elle affaiblie ou renforcée? Est-ce que, d'une manière... le président français n'a pas envie de changer le rapport avec l'Afrique, sa relation avec l'Afrique. Et on sait que l'armée française se retire du Mali. Est-ce un échec? On ne sait pas trop. Et puis l'Ukraine, on ne sent pas véritablement Emmanuel Macron. Et on a vu que la parole française, les promesses avec l'Australie n'ont pas été, comment dirais-je, respectées, quoi. Alors, en fait, si je comprends bien, vous voulez dire publiquement ici que la France est un canton de l'Europe et qu'elle n'a plus les moyens
de sa politique. De sa En fait, politique, c'est ça, la vérité. oui. La vérité. La question, elle peut faire illusion encore un peu, puisque aujourd'hui, étant président de l'Europe, la France peut faire croire que c'est elle qui agit, mais elle n'est que le petit télégraphiste de cet ensemble-là. Donc ça, c'est la première chose. La France n'est pas la puissance qu'on a connue. Bon, il reste le siège, comme parmi les nations, le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Il n'y a pas de problème, il reste ça. Bon, et comme dit M. Z, il n'est pas question de vendre ça. Hein. Bon, bref, ça c'est une plaisanterie. Donc la France, les Guadeloupéens doivent savoir qu'ils n'ont plus en face d'eux la grande puissance universaliste qu'on a connue de l'empire colonial français. Ça, c'est fini. Et d'ailleurs, elle est impopulaire en Afrique parce qu'elle est arrogante, elle est prétentieuse et tout ça. Et elle est en train de se faire damer le pion apparemment par les Russes, mais en fait, la vraie menace sont les Chinois. Les Chinois qui disent rien et qui ont compris que quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Vous connaissez ce western? Il y a un western italien. Où quand on boucle qui a dans le bain, hein, il est en bain là, et on boucle avec une voix, un revolver qui a dit ah, je vais te tuer, ça fait longtemps que je voulais te tuer, j'ai même appris avec ma main gauche à viser. Hein? Et avant de tirer, l'autre a sorti dans bain aïe, on canoncier, qui a tué blanc, 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 blanc. Et qui a dit quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Les Chinois ne racontent pas leur vie. Ils tirent uniquement. Et la France gesticule, va voir Poutine. Non, on est dans la communication, on n'est plus dans la réalité. Par contre, les conséquences pour nos Guadeloupéens doivent être claires. Notre interlocuteur, c'est peut-être pas la France. C'est peut-être l'Europe. C'est peut-être la zone Caraïbe. C'est pour ça que lorsque les élus font un grand rapport pour la France, on se demande s'ils ne se trompent pas d'adresse, peut-être. Bon, voilà les vraies questions à poser, mais c'est un temps qui a changé. Et puis le monde aussi a changé. Vous savez, les grands principes universels de la France, des Lumières, tout ça, c'est fini, c'est éteint. Est-ce que c'est pas, disons que il a été en avance sur nous, le président de Saint-Barthélemy Magra, vous dites? Le président de Saint-Barth, Magra. Alors, je laisse la parole, mais Magra, ce qui m'intéresse, c'est quand il dit cherchez en vous-même vos moyens, vos ressources, organisez-vous. Organisez-vous. Hein? Bon. Cherchez un développement stratégique, une stratégie d'enrichissement. Faites-le vous-même. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Cessez de penser que la première solution, c'est tendre la main. Lorsque les élus y vont, ils écrivent 76 pages, et en fait, il y a 2 lignes. C'est en besoin 800 millions, on peut mettre 400 et bon moins 400. 76 pages pour dire ça. C'est peu demandé pour tant de pages. Bon, en fait, pour être plus sérieux, c'est cette démarche-là qu'il faut changer. Celle de la responsabilité, celle de l'ingénierie, de l'inventivité aussi à chercher. Mais la France, c'est fini. C'est une autre page qui s'ouvre à l'échelle planétaire. Et surtout, je dis, il faut regarder ceux qui disent rien, à savoir les Chinois. Raphaël Espéronel, oui. La puissance française. J'aurais du mal à ajouter des choses après Nico, une fois de plus, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est un enjeu, ce sont des échelles de temporalité et des notions de cycle de vie, même si ces cycles de vie ne sont pas c'est des cycles qui sont beaucoup plus séculiers. Non, la France, il y a eu un modèle, alors qui a toujours été un modèle plus symbolique que réel. Et ce modèle s'appuyait sur un rêve d'empire qui, lui, a effectivement, que ce soit Charlemagne, que ce soit Napoléon, que ce soit De Gaulle ou d'autres, il y a toujours, ou l'empire colonial, il y a toujours eu dans les grandes métropoles, dans l'Occident, cette volonté d'empire. Bon, c'était peut-être vrai à un moment donné, le monde était dans un certain état, les écarts, alors à l'époque c'était surtout nord-sud, puisque l'ouest-ouest on ne connaissait même pas, n'existe pas. Bon. Tout ça c'est passé, c'est révolu, sauf que ce qui est passé révolu, ça n'a pas été, l'inventaire n'a pas été fait. Ce qui fait que la France, quand elle arrive aujourd'hui quelque part, elle est porteuse d'un handicap psychologique, d'un handicap symbolique énorme, d'un passé, d'un poids historique
qu'elle n'assume pas, et non seulement elle n'assume pas, mais elle est dans le déni total de ce passé. Et ça pose problème par rapport aux nouvelles nations, qui ont peut-être aussi, qui ont beaucoup collaboré, beaucoup travaillé, beaucoup été façonnés par cet empire ou ce pseudo-empire français ou l'administration française, mais qui sont dans un rapport d'attirance-répulsion aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes ont évolué, sont rentrés dans leur propre histoire, ont quitté leur préhistoire, et dans ces chocs tectoniques qui est entre la France moderne, qui n'a pas les moyens de sa politique, et les pays émergents, qui n'ont pas non plus les moyens, mais ont des revendications, mais il est clair que si le passé n'est pas clarifié, si le passé n'est pas dépassé, il hypothèque toutes les possibilités présentes. Il y a encore plus d'avenir. Donc, ce qui est extraordinaire, et qu'on vit maintenant en France et peut-être en Europe, mais pas à la même vitesse, c'est la découverte de l'autre. On s'aperçoit aujourd'hui que le monde, c'est pas que l'Occident. Et dans cet Occident, la France est une espèce d'égrégore basé sur une idéologie qui était très très forte, hein, des idées, de la liberté, de l'humanisme, de toutes ces valeurs portées par l'Occident, mais qui ont été portées intellectuellement, théoriquement, sans que pour autant dans les actes, en termes de développement, c'était autre chose que de l'assimilation, de l'aliénation et des schémas d'exploitation. Donc une ambiguïté totale. Ce qui fait que maintenant, même quand elle arrive comme force libératrice ou quand elle arrive comme force de composition ou d'équilibre, de rééquilibrage régional, ça passe pas. Ça passe plus. Parce que ces contentieux historiques n'ont pas été utilisés, l'inventaire n'a pas été fait. Donc, ça va être difficile pour elle. Le monde évolue. Il évolue plus vite que la France, on le voit. Hein. À l'époque, on disait que c'était difficile de réformer la France. Bon, on avait 20 ans pour la réformer, c'est pas un problème. Tout l'exercice de Macron, il est ce qu'il est. On pense que c'était basé sur la réforme. Une idée de la réforme, on dit de la remise à niveau, de la remise en route, de la réindustrialisation, de remettre le travail, mais force est de constater que les écarts sont déjà suffisamment importants pour être quasiment irrattrapables. Et donc, oui, elle est affaiblie, oui, elle a une voix, elle a une parole qui renvoie un écho historique important, hein, symbolique, mais dans la réalité des faits, elle ne maîtrise rien du tout. Elle est sur l'échiquier parce qu'il y a une espèce de privilège historique. Mais à part ça, Poutine, la France, la Chine, alors effectivement, je suis complètement d'accord avec Nico, mais c'est vieux, depuis Pierre Philippe des années 70, quand la Chine s'éveillera, on savait déjà que la Chine, l'empire du milieu, était un empire silencieux qui fonctionne non pas sur l'espace, l'occupation, la conquête, encore que ça arrive maintenant avec la route de la soie, mais qui fonctionne sur le temps. Allez en CETAO, elle va toujours. Et nous, on a le temps, on a l'intemporalité pour nous, et donc on est maintenant dans des enjeux de civilisation qui sont plus des enjeux de conquête spatiale ou quoi que ce soit, on voit bien que c'est limité maintenant, mais qui sont des enjeux de force, de permanence, de pénétration, qui sont plus temporels, et cette temporalité-là, je pense que la France a fait son temps. Donc on pourrait dire... les fans de Zemmour sont dans la nostalgie. Ils sont dans la nostalgie et ils sont dans l'incantatoire. Et ça passe. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il sera deuxième tour? Moi, je suis ces discours et toute cette espèce d'hypocrisie autour de lui. Alors, tout le monde le dénonce. Et en même temps, on sent bien qu'il y a une force d'attraction autour de ce qu'il dit. Il dit des évidences premières, des évidences de reconquête, des évidences de puissance. J'ai entendu son discours comment s'appelle, au Mont-Saint-Michel. De déclassement. Oui, il y a tout. Il y a le remplacement, le déclassement. Bon. C'est audible, en tout cas, ce qu'il dit. Et pour des gens qui fonctionnent à un premier, deuxième ou troisième degré, c'est complètement parlant. Bon, maintenant, dans la réalité, c'est toujours pareil. La parole, l'énonciation vient souvent après les faits. Hein, c'est un petit peu comme ce qu'on trouve en droit. Il y a d'abord une espèce de justice des faits, et ensuite le droit rattrape. En parler, énoncer comme il le fait, je ne dis pas dénoncer, énoncer comme il le fait, c'est trop tard. Bon, maintenant, ceci dit, rien n'empêche qu'il passe malgré tout et qu'il fasse mirage. Mais bon, seul dans un environnement aussi contrariant, je ne vois pas tellement ce qu'il va faire, mais son discours porte. Raymond Ramaille, la puissance française
Alors, est-elle d'actualité elle s'est affaiblie ou renforcée avec Emmanuel Macron? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste en la matière. Cependant, l'Europe, d'une manière générale, n'a jamais été une grande puissance militaire. Elle n'est pas unie. Il n'y a pas d'entente à ce niveau-là. Il n'y a pas de... la France reste quand même un leader en Europe, mais rien à voir avec la puissance russe, la puissance américaine sur le plan militaire. Donc, en tant que président de l'Union en ce moment, bon, c'est le porte-voix de l'Europe, mais c'est plus pour chercher des solutions en matière, par exemple, de la guerre qui s'annonce entre l'Ukraine et la Russie, pour chercher des solutions d'apaisement. Mais sur le plan militaire, la France et l'Europe ne peuvent pas grand-chose en la matière. Il y a eu le problème du retrait de la France en Afrique, au Mali. Je ne pense pas que ça soit une question de puissance de la France qui est en jeu. Là. Je crois que c'est surtout les repositionnements stratégiques. Parce que lorsqu'on parle de puissance, on parle d'influence. Hein, il y a ça aussi. Et je crois que la Russie, par le biais de la Russie, qui est en train de faire son chemin du côté de l'Afrique, et notamment au Mali, c'est plus cette stratégie géopolitique, comment on appelle ça, militaire, qui est qui sévit à ce moment, plus qu'une faiblesse de la France, quoique on ne peut pas dire que la France est une grande puissance militaire, mais enfin, la France en Afrique impose une certaine positionnement qui est quand même pas négligeable vis-à-vis de certains pays et qui ne sera pas, apparemment, a priori, la France ne va pas sortir du Mali, va s'installer à côté, au Niger ou... Je ne sais pas si je dis vrai. Donc, peut-être que c'est une manière de se repositionner pour ne pas perdre pied en Afrique. Parce que quand même, la France a un positionnement intéressant en Afrique. Et il y a aussi, aujourd'hui, Raphaël en a parlé, Nico aussi en a parlé, c'est de la Chine. Aujourd'hui, c'est, comme Péophile disait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, dans son livre, il disait que la Chine s'éveillera, le monde tremblera. On voit ça déjà sur le plan économique. La Chine a envahi le monde sur le plan économique. Et on voit aussi sur le plan militaire, probablement ça va venir. Et donc, il y a de nouvelles positions qui sont en train de s'établir entre la Chine, l'Europe, l'Amérique et la Russie. Et j'espère que dans tout ce concert sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire qui est en train de vivre en ce moment, cette période que nous vivons en ce moment, que je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, vu l'état du monde, faire la guerre pour aller s'étendre un petit peu plus par là, pour repousser l'OTAN un peu plus et prendre un peu plus de place. Est-ce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on a besoin de faire de la guerre? Il faut quand même que chacun puisse vivre dans son contexte, dans son pays et voir trouver une entente. Zemmour dit c'est la guerre. Hein. C'est la guerre en permanence pour garder sa position. Bon, il y a une guerre permanente entre États, sur le plan économique, sur le plan social. Mais est-ce qu'on doit aller sur le plan militaire, déstabiliser le monde, ou retourner dans la misère que la planète a connue pendant de longues périodes? Nous sommes dans un temps moderne, je pense qu'il faut trouver des solutions pour ne pas arriver à la guerre. Ce serait quand même dommage d'y arriver, et puis c'est toute la planète, et qu'il y aura des conséquences sur toute la planète. Il y a des pays qui seront plus concernés que d'autres, mais il y aura des conséquences sur toute la planète. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire.
Président Seymour. C'est beau. Très bien. Alors, j'ai bien compris qu'on s'interroge sur la puissance française dans le monde. La capacité de la France à influencer l'état du monde dans un sens ou dans un autre. À savoir, soit restabiliser l'état du monde, soit encore agir de manière à générer un climat de déstabilisation, diront certains, en tout cas à agir sur l'état du monde. C'est ça quand on s'interroge sur la puissance française dans le monde. Je vais vous dire, M. Mandré, que c'est une question qui est légitime. Elle est légitime parce que quand on regarde les tensions qui se déroulent actuellement sur la scène internationale, ce sont des tensions qui sont des tensions régionales, Afrique, Taïwan, en Europe, entre l'Ukraine, mais ce sont des tensions nationales à rayonnement international. Parce que l'ONU s'en saisit. Donc ce sont des tensions régionales à rayonnement international. C'est très important de dire ça. Et quand nous savons que les relations internationales obéissent au jeu des intérêts, ce sont les intérêts des États qui commandent les comportements. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est la première chose que l'on apprend quand on étudie les relations internationales. C'est ça la réalité. Alors, tout ce que l'on voit actuellement en France, nous nous interrogeons du comportement de la France en Afrique. Nous nous interrogeons du comportement, par exemple, des États-Unis ailleurs, à Taïwan. Nous nous interrogeons sur les gesticulations militaires de la Russie vis-à-vis de l'État français. Ce sont des choses, ce sont des questionnements qui s'inscrivent dans quelque chose de profond, le jeu des intérêts des États. Alors la France, on connaît le passé de la France. La France a toujours eu, nous avons cette histoire de la France qui est marquée par quelque chose d'essentiel, c'est l'État caresseur. Le discours de la France, l'histoire nous a appris ça. Ce n'est jamais un discours de violence. C'est l'État qui vous caresse, qui va avec. On voit dans Macron d'ailleurs. Et d'autres l'ont fait à vous, Macron. Aller, parler, la diplomatie, discuter, étancher pour apaiser la France, pour apaiser le climat de violence. Ça, c'est une certaine verticalité, comme j'ai si bien l'habitude de le dire, de la France. Alors, on ne doit pas s'étonner du comportement actuellement de Macron et de la France. Mais allez dire que la France, pensez un instant que la France est affaiblie dans le monde, je ne pense pas trop. Je crois que nous sommes dans une continuité, je dirais même, de la diplomatie française, de la conception française aussi des relations internationales, qui est tout à fait différente, cette conception-là, de celle qu'on voit aux États-Unis. Les États-Unis, particulièrement avant le président actuel, quand on a eu la période de Bush. J'appelais ça, moi, l'État boum-boum. C'est-à-dire, eh bien, on qualifiait d'État voyou. On avait classifié les choses comme cela. La France n'a pas ça. La France a une régularité dans sa vision du monde, et la France, c'est l'État qui tamponne. C'est pourquoi il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup d'investissements en direction de la France, on investit beaucoup en direction de la France, en espérant qu'elle va piser les choses et nous n'aurons pas la guerre. Alors voilà. Alors maintenant, pour en finir, le climat actuel, je dirais, des élections en France, c'est un climat qui n'est pas propice, je dirais, à arranger les choses. Parce que les intérêts des candidats sont avant tout mis en avant. C'est-à-dire, on va dire des choses, quelque part, qui ne s'inscrivent pas dans la philosophie française des relations internationales pour tirer à soi les intérêts dans le cadre même de l'élection. Ces mots, par exemple, vont critiquer Macron. Pourquoi vous avez dit Zemmour? Non, c'est Zemmour. Vous voyez vraiment président, monsieur Non, j'ai dit ces mots parce que j'ai dit ces mots, c'est un peu parce que j'ai reçu beaucoup de trucs, les gens avaient marqué pour moi Zemmour. Mais il n'est pas encore président. Non, je suis pas sûr. Donc je vais vous dire tout simplement que chaque candidat, par rapport à ce qui se déroule actuellement
dans le monde et où la France est extrêmement impliquée, que ce soit en Afrique ou autre, eh bien, on voit dans cette élection présidentielle, à tout au moins maintenant, on voit qu'il y a des rivalités. On ne peut pas dire que ce sont des syndicats. Il y a une position unique. Ils se déchirent, la France a mal fait, on a mal fait. Voilà un peu pour en terminer sur cette question-là. Mais nous devons retenir une chose, c'est qu'il y a une philosophie française. L'histoire nous montre ça. En matière de relations, surtout quand nous sommes dans une situation, je dirais, de militaire, de grande stabilité internationale. Et voilà. Et puis, on va voir ce que ça va donner, en tout cas. Collet, Édouard Collet, Oui. Présent. la puissance française. Oui, elle est discutée. Hein. Elle est très discutée et discutable. Alors, sur le Mali, je suis pas surpris. Pas surpris. Rappelez-vous, en 2013, il a fallu l'intervention de la force Barkhane pour pouvoir éloigner les troupes islamistes qui faisaient des percées. 9 ans après, quel est le bilan? Le constat, sont toujours présents. On peut se poser la question, et d'ailleurs, géostratégiquement parlant, quel était l'intérêt de la présence de la France? La France semblait être une force d'intervention, et elle devient et est devenue de plus en plus une force d'occupation. Ce qui est inquiétant quand même. Ce sont des pays indépendants. Dessus, on peut s'en inquiéter. Et c'est vrai que j'ai le souvenir du discours du général de Gaulle à Brazzaville, quand il parlait des décolonisations, et notamment des indépendances des États africains. C'est vrai qu'il avait annoncé la crainte de l'Empire du Milieu. On disait qu'attention dessus. Mais c'est vrai qu'il, au fond, souhaitait que les pays africains ne s'émancipent pas de la France et qu'il y ait toujours ce qu'on a connu, la France-Afrique. Et c'est vrai, on a tout à fait raison d'ajouter que la France n'a défendu en Afrique que ses intérêts. D'ailleurs, rappelez-vous ce proverbe congolais qui disait que la France se sent toujours grandie lorsqu'elle se juge sur les épaules de l'Afrique. Donc, autrement dit, l'Afrique a donné à la France une dimension géostratégique, géopolitique, qu'elle ne pourrait avoir si elle n'avait pas l'Afrique. Et d'ailleurs, ça se voit. Et puis, pour venir dans le centre même de l'Europe, la France est aujourd'hui président de l'Union européenne. Et c'est vrai que vous posez la question du leadership français ou de la diplomatie française à l'aune d'une élection présidentielle qui arrive. Donc tout bénéf pour celui qui est en poste et qui a envie de pouvoir se dorer blason. Et bien évidemment, il y a la crise russe qui convoque, bien évidemment, la compréhension de la stratégie de l'Europe à travers l'OTAN. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment là-dessus. Et quid justement du questionnement de la position de la France à travers justement le fauteuil qu'il a de président de l'Union européenne. Parce que je rappelle, ce qui se passe en Ukraine est une situation qui date depuis un certain temps, puisqu'il y a une ligne de démarcation qui établit des frontières un peu plus ou moins protéiformes entre l'Ukraine et l'URSS, et l'URSS, l'ex-URSS. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les forces pro-russes, qui se battent avec les forces révolutionnaires, en tout cas les forces ukrainiennes, n'arrivent du tout pas à un compromis qui pourrait effectivement avoir une ligne séparatiste de séparation entre ces deux États qui permettrait une paix paisible. Sauf que lorsque vous écoutez Vladimir Poutine, qui a plus à voir à Raspoutine que justement au star. Alexandre. Nous ne connaissons pas tous Raspoutine. Mais en tout cas, lui, il en est un, quelque part, dans son attitude, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? La vérité de la crise ukrainienne, c'est que Poutine souhaite que les États-Unis, que l'OTAN, reviennent à ses lignes de 97. Oui, parce que le souci, c'est que Poutine craint que l'Ukraine ne soit intégrée à l'OTAN. C'est ça la vérité. Et en 2008, rappelez-vous, il avait été évoqué et indiqué que l'Ukraine pourrait devenir justement un pays membre de l'OTAN. Ça veut dire que la puissance armée américaine et européenne se retrouve à moins de 600 km de Moscou. Et Poutine l'a dit dernièrement, c'est 6 minutes pour un missile balistique pour l'atteindre. Donc Poutine n'est pas dans une gesticulation, mais dans une peur terrible, et qui fait qu'aujourd'hui, il est prêt à menacer l'équilibre mondial et la paix mondiale pour ne pas faire en sorte que l'Ukraine accède à l'OTAN. Et donc ça,
ça questionne véritablement la position de la France en tant que pays président de l'Union européenne. C'est sûr, vous inquiétez pas, la France en elle-même n'a pas les reins pour parler à ces pays-là. C'est plus les États-Unis qui pourraient en parler là-dessus, ça. Mais, que voulez-vous? Il faudrait bien faire un petit Hamas pour faire comprendre qu'il y a existé là-dessus. Mais force est de constater que la France, à elle seule, ne pourra pas. Il faut absolument un concert des nations pour freiner Raspoutine dans ses velléités belliqueuses, dans cette belligérance qui est inadmissible, insupportable. Alors, il y aura la guerre ou pas? Parce qu'on se pose la question. Hein. Probablement. 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 Oh, Probablement, parce que tous les indicateurs montrent que Poutine est prêt. Mais parce que oui, je rappelle que lui ne veut pas du tout que l'OTAN vienne à ses portes. Il ne veut pas du tout que le traité, l'alliance, vienne à 600 km de chez lui. Il ne veut pas. Je rappelle qu'avec ses ministres, il demande à ce que, et d'ailleurs avec Joe Biden, il demande à ce que l'OTAN redéfinisse ses frontières et revienne à celles de 97. Ça veut dire que sans la Roumanie, sans les pays satellites de l'ex-URSS, sans la Biélorussie, etc. C'est ça. C'est impensable. C'est impensable. Donc oui, il y a un rapport de force majeur, conséquent, et ce Raspoutine est prêt à la guerre. Il est prêt à la guerre. Vous aussi, Nico Italique, vous voyez la guerre? Moi, je pense que Poutine, c'est un stratège. Et en stratégie, le but, c'est pas de livrer bataille, mais c'est l'emporter sans livrer bataille. Hein? Donc, il fera tout pour l'emporter sans livrer bataille. Et le fait même qu'il soit aussi prêt à livrer bataille, comme Nicolas, c'est peut-être le signe qu'il n'y aura pas de bataille. Parce que tout le monde va se coucher peut-être. Hein? Et c'est ça un homme fort. Un homme fort, c'est quand il fait la guerre, son but, c'est de l'emporter sans livrer bataille. Vous voyez que nous sommes déjà en guerre. Tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. Le souci, c'est que, comment dire, l'Occident n'a pas les moyens ni le ressort psychologique d'aller mourir là-bas. C'est clair. Donc je pense que lui le sait. Hein, et il joue dessus jusqu'à ce que tout le monde plie. Et ils vont plier, je pense qu'ils vont plier. Bien sûr. Enfin, Ils vont plier. Lui, il va plier. Oui, je pense que non. Bon. Non. Donc, c'est ça l'enjeu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je ne suis pas spécialiste de l'Union soviétique, l'ancienne soviétique ni la Russie, mais c'est clair qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils ont été. Leur avenir est derrière eux, aux Russes. Au plan militaire, tout ce que vous voulez, au plan économique, au plan du PIB. Bon, c'est un fantôme. C'est un fantôme, c'est un somnambule, ce gars-là. Hein? S'il fallait vraiment l'affronter, ça coûterait trop cher à l'humanité, mais il ne peut pas faire face. Ce n'est que parce qu'on ne peut pas l'affronter et que lui, il montre ses muscles que tout le monde recule. C'est ça, là, il me semble. Hein? Bon. Alors, donc, je pense, il me semble, hein, on est déjà en guerre. Et la guerre, en fait, elle est stratégique au sens de Sun Tzu, et il va l'emporter parce qu'il aura obtenu ce qu'il veut sans livrer bataille. Bon. Ensuite, deuxièmement, les Américains nous disent, et j'ai vu la vice-présidente apparaître à la télévision. Elle est plus belle que Joe Biden, je vous assure. Hein? Elle a beaucoup plus de charme que Joe Biden. Hein? Et d'ailleurs, j'allais dire une méchanceté, mais bon, il faut que rien n'arrive à Joe. Bon, parce que si quelque chose arrive à Joe, la face du monde pourrait changer. Hein? Bon. Mais vous voyez, cette femme est rentrée bille en tête là-dedans aussi. Bille en tête. Hein? Dans les menaces, dans le... Voilà, ça. Hein? Bon. Et donc, pour revenir à ce que je disais, les Américains préparent non pas une guerre avec des fusils, mais une guerre avec le système monétaire international, la confiscation des biens, ne pas avoir accès au système SWIFT, on veut t'isoler, quoi. Hein? On va te tuer, tu pourras rester chez toi, mais tu ne feras rien. Voici la menace. La question, est-ce que le monde peut supporter de mettre les Russes en dehors du système mondial? Est-ce que les Allemands peuvent accepter que le gazoduc soit bouché? Hein? Est-ce qu'on peut accepter? C'est ça la question. Les vrais enjeux, c'est
la puissance économique. C'est pas dans une cour de récréation qui est le plus fort. Hein. Et lorsqu'on mettra tout sur la table, non, les grands vont trouver un accord entre eux. Les petits paieront peu, hein, mais les grands trouveront un accord dans l'intérêt bien compris de la marche économique et financière du monde. Juste une chose pour rebondir sur ce que Nico disait avec pertinence, c'est-à-dire que le risque de confrontation, il est fort. Il est là, il est vivant. Alors c'est vrai qu'il a de fortes chances qu'il ne soit pas militaire. Ça a été évoqué. Et j'en veux pour preuve que, rappelez-vous, à l'occasion de la guerre froide, il y avait un tabou qui est toujours encore en vigueur. C'est celui qui consiste à dire qu'un soldat américain ne se retrouve pas en mesure de tirer et de tuer un soldat russe et vice-versa. Et ce tabou-là, il est encore garanti et respecté. Oui, mais il y a deux déclinaisons hein, quand même. Une déclinaison par rapport à ce tabou. La confrontation peut être non militaire. Non, si la confrontation a lieu, parce que c'est important ce que tu dis, elle sera en Europe. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça. Donc ça veut dire que... Il a annoncé. Bien sûr, ça veut dire que les deux pays réellement en belligérance, donc la Russie et les États-Unis ne se rencontreront pas. Le terrain d'explosion, le terrain d'exercice, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Il a dit. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est important d'être dans une stratégie de menace, et de menace opératoire. Ça veut dire qu'elle peut tomber. Oui. Tant qu'on reste dans la menace, on est dans quelque chose de fort, c'est pas les faits, et de quelque chose qui peut rentrer dans une dialectique diplomatique ou de négociation, n'importe quoi. Si on sort de la menace, on tombe effectivement, comme ça a été dit, dans l'interdépendance et dans l'interconnectivité. L'Europe en première ligne, ça c'est sûr, hein, et l'Europe c'est rien. C'est pas une force, c'est pas un État, c'est pas une nation, c'est pas une force militaire, c'est pas un ensemble cohérent ou quoi que ce soit, les intérêts divergent énormément. Sauf que alors tout à l'heure, Collet parlait pour un autre sujet d'allumettes. Oui, c'est clair. C'est pareil, l'Europe c'est une allumette qui, par ses interconnexions, ses interdépendances, peut emmener une déflagration totale. Oui. Alors, Raymond Ramaille. Oui, alors je suis un petit peu dans cette ligne de position à peu près similaire. Moi, je ne crois pas, et je pense que le bon sens va l'emporter. Il y a déjà la guerre est déjà enclenchée, la guerre des idées, la guerre économique qui est annoncée est déjà enclenchée. On prévoit la guerre au niveau informatique pour les réseaux, les connexions entre les différents États. Et ce sont des milliards qui circulent en temps réel. Donc, je crois que la guerre se fera sous une autre forme. Et fort de tous ces éléments mis ensemble, je pense que le bon sens va l'emporter. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas de guerre. Ouais. Donc, c'est à souhaiter. Oui, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de guerre. Ouais. Oui. Oui, sur cette question, je crois pouvoir dire qu'au regard de l'histoire, de tout ce que nous connaissons de l'histoire, je pense qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre parce que, figurez-vous, que le monde... Enfin, on dit nous sommes déjà en guerre. Je dis non, mais nous n'aurons pas à l'affrontement réel militaire. Parce que le monde d'aujourd'hui, il faut regarder l'histoire. Le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, résulte de deux choses essentielles. Résulte de cet accord que nous connaissons, qui est l'accord de Yalta. Yalta, c'est une ville de Crimée, et où on a signé la paix, la venue de l'Allemagne en 1945. Le monde s'est partagé. Le partage du monde s'est fait à Yalta en 1945. Mais ça peut toujours changer. Hein. Non, il faut suivre les éléments. Deuxième élément important, c'est un peu l'effondrement du mur de Berlin. Voilà, c'est le deuxième élément. Vous voyez, ça a changé. Entre ces deux éléments-là, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux étapes qui ressemblent à ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en 1960, lorsque l'URSS a voulu braquer ses missiles à partir de Guyane, à partir de Cuba, braquer ses missiles vers les États-Unis. À l'époque, je ne sais pas si c'était Nixon ou bien c'était Kennedy. Kennedy. Qu'a dit Kennedy? Jamais ça.
Kennedy a fait ce que Poutine a dit. Peut-être Edouard n'était pas né à l'époque, je ne sais pas. Mais non. Non, je ne sais pas. Non, pas encore. Donc vous comparez en fait l'Ukraine avec Cuba alors? Bien sûr. Non, c'est pas ça. En termes d'influence, Oui, je demande. En termes d'influence, je veux vous dire bien sûr. que ce qui se passe maintenant, J'étais un projet. c'est exactement ce qui se Encore une passe. poussière d'étoiles. Ouais. Ce qui se un passe projet. ce qui se passe maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 60 à Cuba, lorsque l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ont voulu braquer des missiles à partir de Cuba sur l'Amérique. Alors le président à l'époque, Kennedy a dit jamais ça. Alors Poutine, nostalgique de cette époque-là, il se croit légitime de revendiquer aussi la protection de la Russie. Bien sûr. C'est très clair. Le monde s'est effondré. Qu'est-ce qu'il y a là Russie là? Mais alors vous allez accepter un instant, chaque nom qui l'autre qu'on vienne mettre des missiles devant chez vous en Ukraine, alors qu'il y a quelques années, on a refusé que l'URSS à l'époque, qui était costaud, c'était le pacte de Varsovie, on a voulu braquer des missiles aux États-Unis, vers les États-Unis à partir de Cuba. Ça ne s'est jamais fait. On a refusé ça. L'OTAN, c'est monté contre ça. Voyez-vous. Alors comment voulez-vous que lui, Poutine, nostalgique de l'ancien système, eh bien, accepte ça. Le débat est là. Donc on doit pouvoir indiscutablement aller vers une refonte du droit international. C'est-à-dire de voir l'Ukraine État isolé, c'est-à-dire l'État tampon. Je pense que ce sera l'apaisement parce qu'il faut que les deux blocs, à savoir l'Occident et la Russie, puissent grandir dans ce conflit-là. Mais il n'y aura pas de conflit militaire, je ne pense pas. Parce qu'il y a l'exemple de 1960 qui nous éclaire. Il y a eu le partage du monde, il y a l'effondrement du mur de Berlin, et entre les deux, il y a eu le partage, il y a eu cette affaire de missiles braqués. Donc c'est une histoire qui est complexe, mais je crois une bonne... Mais c'est bon, vous dites ça, mais s'il est un peu fou, Poutine... Non, écoutez... Pourquoi il serait plus fou que Biden? Je pense que le monde peut-être les deux. Je pense que le monde d'aujourd'hui il n'y a pas de place pour les fous. Ouais. Nous avons eu l'exemple de celui qui a précédé Trump. On a qualifié Trump de fou. Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que, c'est pas le Pentagone, hein, le Capitole a été envahi. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Tollé contre lui. On l'a saisi, là, mais il y a des condamnations qui tombent. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le fou, les fous. Et il n'y a pas de place pour les dictateurs non plus, les autocrates non plus. Alors, pour les dictateurs Parce non que plus. pour rappel, pour mémoire, et les gens oublient ça, que Vladimir Poutine a changé la constitution, un peu à l'instar de son homologue chinois, de telle manière qu'il soit presque président à vie. À vie. Ah oui. Bon, alors, qu'il soit presque président, je l'ai mis là-dessus, hein, qu'il soit presque président à vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent occidental. On ne peut pas légitimer ça. Il y a un vent On peut occidental. pas légitimer ça. Il y a un vent. Moi, je suis de l'Occident. Nous sommes de l'Occident. Bah justement, Mais il y a un d'autant vent- plus que tu ne peux pas légitimer Oui, ça. oui, il y a un vent de l'occidental qui mène un impérialisme culturel, un impérialisme économique qui veut mener cet impérialisme-là sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, on veut que la couleur occidentale, on retrouve cette couleur-là partout en Asie. Ça, je pense qu'il y a des personnes, il y a des États qui se disent, mais attention, vous ne pouvez pas vouloir dominer le monde avec une culture occidentale. Et regardez maintenant, quand on voit en Iran, dans ces pays-là, je termine là-dessus, vous voyez, ils veulent pas que leurs femmes aillent même passer des vacances en Occident. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que quand elles vont en Occident, elles vivent en Occident sous prétexte de la libération de la femme, elles partent avec leur truc, les voiles, et qu'est-ce qu'elles retournent comment? Elles retournent, oui, le truc là. Elles retournent avec une culture de bikini et monokini. Voyez-vous Où le rapport? Mais c'est petit de dire ça, mais il est où le rapport? Le rapport, je vais t'expliquer. Mais Tu non, m'écoutes, enfin, je vais tu t'expliquer. m'expliques, Rapidement, parce qu'on passe à- tu m'expliques bien compris. Le rapport est très clair. C'est un faux débat. Le rapport, c'est que C'est un faux dans ces débat. pays-là, la culture, c'est la culture, je dirais qu'on vous regarder la manière de se vêtir, c'est une certaine, nous appelons ça peut-être entre guillemets, une certaine beauté. Mais dans ces pays-là, on rejette. Non, mais une vous certaine allez voir violence, une oui. femme. Vous allez voir une femme, par exemple, en monokini. Une certaine pureté. C'est le terme qu'on emploie, monokini. Allez dans ces pays-là, ils vont vous dire non, c'est pas comme ça. Mais respectez leur culture. Restez avec votre monokini et vos bikinis sur vos plages.
mais ne venez pas imposer à l'Occident. On n'impose rien au monde. C'est ça. Donc, on n'impose rien. Enfin, ça, c'est un exemple. Je préfère clore le débat parce que c'est Oui, mais c'est un autre Non, mais, débat. ce qu'il faut comprendre juste quand même. C'est un exemple. Deux choses d'abord. Mais c'est le Parce qu'il faut qu'on revienne à la Rapidement, Guadeloupe. messieurs. Alors, c'est que, bon, à la guerre militaire, qu'on a du mal à imaginer maintenant, parce que ce serait l'Holocauste, c'est clair. Se sont substituées toutes les guerres économiques, informatiques, d'influence, qui font largement autant de ravages sans officiellement tuer physiquement des gens. Maintenant, ce qui est important, ce sont les influences, ce sont les réseaux, ce sont les dominations. Et donc, dans ce schéma-là, je reviens sur ce qu'on disait par rapport à la Chine, on est tous chaotechniques par rapport à la Chine, qui avance en silence, c'est-à-dire en stratégie, et aussi de manière très évidente. On le voit en Afrique, par exemple. Moi, je connais bien le Zaïre, la République démocratique du Congo, on le voit très bien dans tous ces pays-là. Ils s'en foutent des États, ils s'en foutent des hommes politiques qui sont là, ils ne se mélangent pas du tout. Ils posent des équipements structurants, qui sont eux-mêmes capables d'animer et tout, et ils sont là, et ils ne partent pas. Donc, je crois que ce qui va être important maintenant, c'est comme tu peux dire, comprendre que ceux qui se substituent à la guerre physique, ce sont maintenant des guerres technologiques, des guerres d'influence, des guerres des fake news, des ceci, des cela, qui sont les plus efficaces. Alors, juste un point. Il faut quand même qu'on dise, nous, la Guadeloupe, là-dedans, parce que bon, c'est bien gentil de parler de l'intérêt de se manier le cul, avec toute la politesse que vous connaissez. Parce que si on n'a pas compris qu'il faut créer et de nous-mêmes un certain nombre de ressources d'autosuffisance, d'autosouveraineté, on est mal barré, parce que quelle que soit la figure, on est hors de l'histoire, enfin, moderne, puisqu'on est dans un état de dépendance ou d'assimilation totale. Ça ne veut pas dire que je dis que je prône la dépendance ou quoi que ce soit, c'est plus important que ça. Je prône surtout qu'on puisse nous-mêmes pouvoir se doter d'éléments de souveraineté, d'authenticité économique, pratique, agriculture et des choses comme ça, l'eau, l'électricité et compagnie. Sinon, mais c'est pas possible, on sera le quart-monde. Au cas où. Ce paradigme a changé. On ne peut pas penser dans nos têtes comme si nous étions définitivement des structures dépendantes. Dépendante en permanence. C'est que quand nous pensons, on se pense dépendant. Moi, je suis horrifié de voir comment des jeunes, on m'a dit c'est des jeunes Guadeloupéens qui ont rédigé le rapport fait par l'OSBAR et Chalus. Oui, Chalus. Quand Léo Cap parlait de nous, un jeune Guadeloupéen peut dire les pays d'outre-mer, nous sommes. Non, dit la Guadeloupe quand même. Cette façon de demander de l'argent, de penser que c'est dit quémander, ouais c'est ça. Non, mets en œuvre ton intelligence, comprends le monde tel qu'il se passe et propose quelque chose que tu veux toi et demande à la limite d'être accompagné, de discuter, de coproduire. Mais ne va pas demander à la France dans un livre de recettes de l'argent. Uniquement, sans aucune intelligence, sans aucune valeur ajoutée. Pourquoi il y a l'argent? Pourquoi c'est famille aïe? On te donnerait pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on te donnerait plus? Quelle vertu as-tu pour qu'on te donne 400 millions? On est dans les feux de l'amour, je t'aime, donne-moi. Harry, je t'aime. Emmanuel, je t'aime, donne-moi. Tu m'avais promis 400 millions pendant le fiançailles. Nous maillons pas bon moins, redonne-le-moi. C'est quoi ces histoires? Non, faut arrêter un peu. Non, il y a à penser. Alors, excuse-moi, il y a peut-être la publicité, non? Oui, c'est la pub. Non, il y a à penser à partir des ressources propres, des niches, éventuellement, pour ensuite penser le développement de manière complètement autogène, autocentrée. C'est pas possible d'imaginer que dans un avenir relativement proche, compte tenu des environnements qu'on a, qu'on garde cette relation de dépendance à tous les niveaux avec l'extérieur. C'est suicidaire. Nous arrivons à notre pub Café Chaud. Eh bien, nous revoilà pour le Café Chaud. Et donc, les élus ont fait des propositions, je crois 29 propositions pour pouvoir résoudre le problème, la crise sociale et économique. Alors, est-ce un coup d'épée dans l'eau, comme dirait l'autre?
Et comme en 2009, avec les États généraux, comment voyez-vous les choses? C'est quand même une bonne réaction. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Oui, oui, faire quelque chose. Moi, j'ai lu les 76 pages de la plateforme. Bon, c'est vrai que j'ai failli m'endormir, page 2. Bon, mais comme je suis quelqu'un de courageux, j'ai réussi en somnolant un peu, à arriver jusqu'à la dernière page. Moi, ce qui me gêne dans ce document, non, par contre, je ne veux rien dire contre ceux qui ont écrit. Hein. C'est très bien, c'est du bon français, c'est mon cas à l'école, pas des problèmes. Moi, je peux être contre quelqu'un qui sait manier Excel et faire du copier-coller. Bon, je rien contre ça. Par contre... Vous êtes papier-collé? Copier-coller? Copier-coller, oui, sur Excel, copier-coller. Copier-coller, oui. Copier-coller, c'est bien. Il y a des beaux tableaux. Voilà, beaux tableaux, c'est vrai. Pas copier-moi. Hein, pas comme coller notre ami sur la droite. Non, pas copier-moi. Mais, si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est une parole d'élu, en principe. La parole d'élu. Une parole d'élu, c'est pas du tableau Excel. C'est pas un tableau Excel, parole d'élu. Parole d'élu, c'est une déclaration, comme celle de Baster. Ça c'est politique. Hein? Déclaration de Madiana. Hein? Bon, en avant-nègre de Légitimus. Hein? Ça, c'est des paroles d'élus, de leaders, qui te disent « Milanoukan ». Et puis dehors, derrière eux, on met de l'ordre pour faire comment on va y arriver. Les élus de la Guadeloupe ont tellement peu confiance en leurs propres paroles qu'ils s'en remettent désormais au tableau Excel et aux techniciens des cabinets. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, c'est la première chose que j'ai vue dans ce texte-là. Il n'y a rien de politique. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de vision, il n'y a pas un concept majeur qu'on décline et que le politique aurait arrêté. Vous voyez? Il n'y a pas tout ça. Et puis, moi je dis à tous les jeunes qui doivent lire un rapport sur l'avenir de la Guadeloupe, si on vous donne un rapport sur la Guadeloupe, il n'y a pas le mot Caraïbes dedans, il faut jeter ça à la poubelle. Il n'y a pas le mot économie sociale et solidaire, il faut jeter ça à la poubelle. Il n'y a pas transition énergétique, il faut jeter ça à la poubelle. J'ai eu du mal à trouver ces 3 mots dans les 76 pages. Moi, je jette ça à la poubelle, directement. Et j'espère que Macron ne lira pas ce document. Parce que vraiment, c'est une piètre idée qu'on donne aux politiques. Aux politiques. C'est pas gentil, monsieur. Non, mais on n'est pas là pour être gentil. Mais en tout cas, ce qui me désole, franchement, hein, c'est que, à moins que ce soit carrément un tract pour la campagne électorale. C'est tout. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que Harry et les autres, pour dire à Macron, bon, faut que tu augmentes un peu les moyens pour qu'on puisse faire campagne pour toi. On a une plateforme, donc il faut que tu dises quelque chose qu'on a fait, quoi. On est dans les feux de l'amour avec un peu d'argent pour pouvoir mobiliser. Ou le Diablo. Hein? Non, mais ça, c'est cynique. On l'a pas trop là. C'est cynique. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, dans un contexte aussi difficile que celui-là, jouer. L'Osbar est parti à Paris voir Macron, et pendant qu'il est... c'est les feux de l'amour. Hein, pendant qu'il est en train de roucouler avec Macron, le président Chalus annonce qu'il soutient Macron. C'est intéressant quand même, hein? C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tout se passe comme si c'était des actes de campagne électorale. On n'est pas dans le réel, on n'est pas dans la crise, on n'est pas dans les 60 000 chômeurs, dans les 50% de jeunes, la masse de RSA qui augmente, les déficits. On n'est pas là-dedans, Les et on a qui sont suspendus. Le problème du vaccin, le problème de la suspension, comment on fait? On n'est pas là-dedans. On est dans, c'est Collet qui a dit ça, c'est les pour Gagavoué. Et ça, c'est pitoyable, La gravité de la situation fait qu'on mériterait mieux. Et en plus, je veux dire aussi quelque chose sur le mouvement social. Le mouvement social qui est endormi, dont on n'entend même plus parler, et tout ça. Non, mais il est impuissant aussi. Tout ça pour ça. Il s'est donné des éléments. Tout ça pour ça. Mais ce pays-là aurait besoin d'une intelligence. C'est ça. D'une intelligence. Et ça,
je ne sais pas si elle est autour de la table, peut-être collée. Mais vous êtes là, monsieur. On la cherche. Ah, il y a moi aussi. Déconnecté, monsieur. C'est intéressant, oui. Ah oui, non, je vous dirai à quoi ce que je pense. C'est terrible. Raphaël Espéronel, oui. C'est terrible ce document parce que, et ça montre bien la gravité du problème, quand on parle de développement. On ne peut pas parler de développement à partir d'une position extérieure à soi-même. Donc c'est clair, le développement par définition suppose une position d'acteur, une position de créateur, de plus-value, et une position surtout d'auteur. Or là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Nico sur l'absence de vision et l'absence d'engagement. On est dans quelque chose là qui n'est pas du développement, c'est de l'aménagement du territoire ou éventuellement une stratégie d'ajustement structurel, toujours les fameuses politiques de rattrapage, qui depuis 50 ans on entend parler de ça, et qui n'ont toujours rien rattrapé du tout. C'est pas ça le développement. Le développement, c'est ce qu'on veut et ce qu'on peut en termes de sujets désirants. Là c'est quoi? C'est une espèce d'édifice, bien fait, bon. C'est un document technocratique, construit pour de l'institutionnel, et part de l'institutionnel. Mais c'est très important, puisque l'aliénation en Guadeloupe s'est faite avant tout par l'institutionnel, puisque c'est l'institutionnel en Guadeloupe qui a amené le développement de la Guadeloupe. Donc c'est quelque chose de très très grave. Et donc c'est comment on va organiser la codépendance avec une autre couche, puisqu'il faut surtout garder l'institutionnel et surtout pas les acteurs en premier lieu. Et donc cette codépendance s'oppose à toutes les logiques d'action, de volontariat, d'intelligence locale, d'inventivité dont tu parlais tout à l'heure, et du fait local. Donc c'est grave, c'est grave. Je dis pas, il faut envisager, il faudrait qu'on puisse envisager de dire aux gens, en toute franchise, en toute simplicité, nous bâtissons, nous faisons notre pays. Alors bien sûr, on ne le fait pas tout seul, on n'est pas ferme, on est avec l'aide des autres, mais à partir d'un point de vue d'auteur, on est là, on est situé là. Donc c'est pas simplement notre nombril qui est là. C'est aussi notre tête, notre pensée, notre volonté, notre projection. Et ça, c'est pas là. Donc, s'il s'agit de créer une nouvelle forme de dépendance ou de codépendance, là où maintenant les gens parlent d'interdépendance et de partenariat, oui, on y va. Et on passe à côté de tout. Et la revendication de maintenant, l'intelligence qu'il y a en Guadeloupe maintenant, est suffisamment forte pour créer des schémas de plus-value, des processus d'enrichissement à partir d'une revendication de production. Mais alors on parlait effectivement des mouvements sociaux, mais aussi eux aussi il faut qu'ils se remettent en cause, qu'ils sortent de leur négativité proverbiale historique et qu'ils puissent faire des forces de proposition, qu'ils puissent apporter des éléments de valeur ajoutée aussi, et non pas être simplement des forces de nuisance. Donc il y a quelque chose de profondément malsain quand on parle de développement en Guadeloupe, puisqu'on parle de développement dans le copier-coller de ce qui s'est passé auparavant, en l'habillant un petit peu différemment. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Alors, oui. Alors, est-ce que c'est du sérieux ou bien c'est coup d'épée dans l'eau alors, dans un premier temps, je dirais que le politique est dans ce rôle. Ils ont fait un projet, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans le pays. Il y a un projet qui a été réalisé par les services, en tout cas par les prestataires, je ne sais pas par qui, par les prestataires des services politiques, économiques du pays, et qui a pondu le document dont on parle. Mais je ne vois pas comment. Nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un pays qui ce qu'il est, je parle de la Guadeloupe, et qui évolue. Nous vivons dans un contexte. Il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, il y a des solutions, en tout cas des propositions qui sont sorties par ce biais-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est le premier pas pour orienter, pour aller chercher. C'est peut-être pas parfait, c'est certainement pas parfait, c'est pas suffisant pour certains. Mais il faut commencer, il faut sortir quelque chose. Et le politique est dans son rôle, par des prestataires, par des services, par des cabinets pour sortir. Ensuite, si vraiment on dit qu'il y a des politiques suffisamment charismatiques, et c'est peut-être là ça va pêcher. Il faut sortir à ce moment-là, faire les discours politiques pour
faire adhérer la population. Ça pêche ou ça pêche pas? Et c'est et je crois que nous sommes dans cette partie-là où la population est très sceptique compte tenu de ce que nous avons vécu. Parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. On a déjà vécu un certain nombre de choses, d'échecs, de non-échecs, mais il faut aujourd'hui, on a le document qui existe, le document, je dirais, économique, de proposition. Maintenant, c'est aux politiques de prendre le relais pour faire passer l'information et dire voilà comment nous allons y arriver. Mais tout ça ne veut pas dire que c'est la panacée. On a parlé tout à l'heure là de Saint-Barth et de Magra. La situation à Saint-Barthélemy, chaque fois qu'on a parlé à un politique, il dit c'est pas la même chose. Et je veux bien croire que c'est pas la même chose. Magra est arrivé à la solution d'aujourd'hui pour rendre le Saint-Barthélemy autonome sur le plan financier et dire si vous venez me dire parler de Macron après le cyclone, je ne vous ai rien demandé, si vous voulez vous pouvez nous aider, mais je ne vous ai rien demandé. Il faut avoir des couilles pour dire ça. Ça s'est préparé en amont. Pendant combien de temps en amont? Pendant une trentaine d'années. Depuis Rémi Aymen, qui avait lancé un défi à la France à l'époque. Ça fait déjà certainement quelques décennies déjà. Et aujourd'hui, on a les résultats. Est-ce que nous avons commencé? Il faut bien commencer un jour. Est-ce que nous avons commencé? Saint-Barthélemy, on ne peut même pas planter un pied de carotte. Il n'y a pas de terre à Saint-Barthélemy, c'est un rocher. Et ils n'ont que le tourisme. Et Saint-Barthélemy aujourd'hui est devenu autonome sans impôt. Il faut le savoir aussi, sans impôt. C'est possible. Il n'y a pas un Saint-Barth qui demande l'indépendance de Saint-Barthélemy. Ça n'existe pas. Alors, avant de penser à ces choses de dépendance, d'autonomie, ils ont préparé ça. Et chaque Saint-Barth, je connais bien Saint-Barthélemy, hein. J'ai des intérêts économiques, enfin, des activités capitalistes. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, mais c'est noble. Donc, ils ont préparé un amont. Et chaque Saint-Barth, à son degré, participe au développement de l'île. Chaque Saint-Barth. Est-ce que nous avons déjà cet esprit-là en Guadeloupe? Pour que chaque Guadeloupéen puisse avoir sa part, même si c'est un petit comme ça, mais petit, plus petit, ça va faire l'économie du pays, pour avoir les résultats qu'on a à Saint-Barth. Est-ce que nous avons déjà pensé, et il faut commencer, et ce n'est pas aujourd'hui, il faut déjà avoir la France, un pays comme la France, pour pouvoir nous emmener à arriver là. On ne peut pas y arriver seul, il faut être aidé. Et je répète et j'insiste, il n'y a pas un Saint-Barth qui demande l'indépendance de Saint-Barthélemy. Et ils sont autonomes sur le plan financier, autonomes sur le plan politique, politique interne. Tant et si bien aujourd'hui, Saint-Barth est devenu une référence. Il n'y a que des riches à Saint-Barth. Moi, je préfère avoir affaire avec des riches que d'avoir affaire avec des pauvres. Ah, c'est quoi? Mais comment? Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi? Mais oui, dans un contexte où tout le monde est riche. D'enrichissement. Voilà. On ne peut pas traîner des pauvres, il faut faire les pauvres devenir riches. Ou en tout cas, pouvoir gagner leur vie correctement. C'est dans cet esprit-là qu'on dit ça. Quand on parle, par exemple, on a un gamin, on veut qu'il soit un grand footballeur. On va le mettre avec un petit joueur local de... Alors je dirais pour ne pas froisser les autres, je vais rester chez moi avec un petit joueur local, même si nous sommes forts, du CSM. ou alors qu'on va l'emmener avec, on va dire, il faut aller avec Mbappé, il faut aller avec l'autre là, le Brésilien Neymar. On a plus tendance à aller vers Mbappé et Neymar. Ben oui. Alors, c'est de ça. Il faut tirer par le haut. Mais aujourd'hui, en Guadeloupe, on tire vers le bas. On a des organismes de nuisance, comme tu disais, on n'a aucune proposition économique. Proposition pour faire avancer. On a toujours des blocages. Par exemple, je pense sur le plan touristique.
combien de pays on va bloquer l'économie touristique de l'île? On a c'est quand même une activité qui permet énormément de progrès en Guadeloupe, peut-être sur le plan des infrastructures, des hôtels pour faire travailler les maçons, les informaticiens, et puis, et je termine dessus, et puis l'agriculture. C'est ça. Mais on dit, à chaque fois qu'on propose quelque chose, on freine. Et on a les deux pieds sur le frein. Mais comment on peut avancer? C'est bon. J'aurais pu dire un petit peu en plus, en comparant l'exemple de et ce qu'on aurait pu faire pour y arriver. Mais je m'arrête là pour l'instant. Allez, Simon. Je rejoins parfaitement mon voisin et ami Raymond Ramaille sur un aspect, son dernier aspect de sa vision. Nous aimons trop nous tirer vers le bas. Vers le bas. Le petitisme, comme disait l'autre, je crois que c'est Nussy qui disait dans son livre, tout petit bitin, nous, petit cuisine à nous, petit chabin nous, petit association nous, petit bitin nous. Le petitisme qui disait ça. Et je dis merci quand même parce que, vous savez, nous apportons une question là et je reçois beaucoup de messages sur mon mail de personnes. Il y a un message peut-être, Monsieur Losbao demande 1 milliard pour quoi faire? Subvention, golf, de luxe, association, sport, concert, j'aimerais avoir des informations cordialement. Il y a beaucoup de questions qu'on voit. C'est dommage que nous n'avons pas l'adresse mail affichée là. Les gars, il faut se mettre à l'actualité. Je vous le dis tous les jours. Mettez l'adresse email. Comme mais ça, on les gens... reçoit déjà sur Facebook. Non. Mettez l'adresse email. Sur Facebook déjà. Non. J'ai créé une adresse email. Mettez l'adresse email. Attends, mais Simon. Non, j'ai créé l'adresse. Mettez l'adresse pour que les gens puissent voir. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Non. On son président même. Non, mais c'est bon, son président. Il faut être carré. Il faut être très dur. Non, c'est bon, son président. On va continuer cette phase. On va mettre un peu vertical. Son président. On continue encore. Je vais vous dire. Concernant Nico, tu as avancé l'idée. Il ne faut pas rire, André, c'est quelque chose de sérieux. Non, mais pourquoi dis-nous ça tout au long de l'émission? Tu parlais de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, je crois qu'effectivement, dans un petit pays comme le nôtre, on aurait dû effectivement laisser de l'espace pour l'économie sociale et solidaire pour avoir une économie, je dirais, excellente dans un petit pays. Et je dirais que avoir maintenant ce qui se passe dans le champ de l'économie sociale, parce que vous savez, par exemple, dans le domaine agricole, c'est un terrain où s'exprime l'économie sociale. Ouais, allez regarder la situation du groupement foncier agricole. Faites les ventes. Moi, j'ai entendu Toribio qui parlait d'une fois ici, pour le dire. Allez regarder la situation. Faites l'évaluation des GFA maintenant pour voir est-ce que cet aspect qui relève de l'économie sociale est vraiment quelque chose d'excellent, cet aspect-là. Par contre, il faut aller vers l'économie sociale, je dis oui. Et puis, pour en finir, j'ai vu la semaine dernière un jeune qui a créé une association, Vini, qui n'a pas encore, Allez Vini. C'est très bien. Il a fait son truc, il a créé une association, et c'était une fierté pour lui de se trouver parmi les personnalités, notamment le préfet, pour présenter. C'est une très bonne chose. Mais je me suis posé la question. Si les grands patrons, fondateurs des GAFAM, Google, Apple, Amazon et aussi Microsoft, s'ils avaient créé peut-être une structure dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, peut-être notre manière à nous, notre façon actuellement de recevoir des messages, d'échanger avec quelqu'un de Russie, actuellement, nous aurions eu cette possibilité-là. Je dis que l'économie sociale, oui, mais dans chaque individu, il y a quelque chose de profond. C'est l'envie de réussir. C'est bon, 2 minutes, parce que là, on finit à 50 secondes. Eh bien, je ne peux pas terminer, eh bien d'accord, allez-y. Non, mais parce qu'on termine à 55. C'est pas important, allez-y. Et... Colli. Oui, non, mais j'écoutais deux choses en lien avec justement cette proposition des élus guadeloupéens. Oui, il faut faire quelque chose, il fallait faire quelque chose. Mais mon attention a été appelée quand même sur le volet, sur la page 67, réflexion et contribution des élus sur l'évolution institutionnelle. Quand vous lisez ça, c'est très intéressant parce que vous dites, ah là, on va nous annoncer quelque chose de grandiloquent, parce que la Guadeloupe en a besoin. Et là, d'un coup, le renforcement des politiques de différenciation ne peut